Voici l'histoire de la plus grosse immigration de femmes vers les États-Unis, les War Brides. Entre 1946 et 1948, 300 000 femmes accompagnées de leurs enfants ont quitté les quatre coins du monde pour rejoindre un soldat américain qu'elles avaient épousé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Un phénomène déjà connu par l'armée américaine lors de la Grande Guerre, qui avait dû rapatrier des centaines d'épouses de guerre européennes sur des bateaux surnommés convois lune de miel. Comme leur grand-père leur avait décrit les Françaises comme des femmes frivoles, à l'approche du débarquement, l'armée américaine avait fourni au GI une sorte de guide du routard de la France, avec des leçons de bonne conduite auprès des chastes françaises qui ne sortent jamais sans leur maman et se méfient des mauvais garçons. Seulement, pour motiver des milliers de jeunes hommes à se faire massacrer par des barbares sur des plages étrangères, le guide touristique n'était pas très convaincant. Alors, le journal du régiment, Stars and Stripes, a amplifié le cliché des « Oh là là girls » qui mettent facilement les pattes en l'air en dansant le French cancan. Une réputation sulfureuse qui va malheureusement entraîner des agressions sexuelles de la part de certains soldats, estimant mériter leur récompense pour avoir libéré le pays. L'armée américaine va endiguer cette vague de plaintes en condamnant les soldats, les noirs plus sévèrement que les blancs soit dit en passant, et en dédommageant les victimes contre leur silence pour ne pas ternir l'image de super-héros de leurs hommes. Bah oui, il faudrait quand même pas abîmer le brushing de Captain America. Dans un second temps, ils vont tenter de dissuader les soldats d'avoir des relations avec les femmes locales en leur payant des prostituées américaines ou en leur parlant des maladies vénériennes laissées par les nazis, deux tentatives qui n'auront pas vraiment de succès. À l'été 1944, le temps est à la fête. Les Français sont en liesse après 4 ans d'occupation. Les jeunes femmes sont conquises par ces beaux GI qui leur offrent des cigarettes, du chocolat, du chewing-gum et qui les initient aux nouvelles danses jazzy. Malgré la barrière de la langue et la méfiance des parents français, des tas de petites love stories vont éclore. L'armée va alors contraindre les GI à épouser les femmes qu'ils veulent séduire au nom de la bonne morale. Pour les freiner davantage, on rend l'obtention d'une autorisation de mariage très difficile. Mais ça ne décourage pas les nouveaux couples qui sont pressés par l'idée que le soldat pourrait partir à tout moment et peut-être même y laisser sa vie. En France, on manque de tout. Alors les mariés confectionnent leurs robes dans des rideaux ou des parachutes et collectent des tickets de rationnement pour s'offrir un repas de mariage ou un trousseau. Les moins chanceuses se contenteront d'une demande en mariage avant que le soldat ne soit affecté sur une autre base. Car la guerre n'est pas finie. Les Américains poursuivent leur percée vers l'Allemagne et leur combattent dans le Pacifique, en semant des épouses et des fiancés sur leur passage, qui les attendront patiemment telle Pénélope devant sa tapisserie. La guerre s'achève enfin en mai 1945. Le rapatriement des soldats éparpillés sur la planète est difficile à organiser, mais l'opération Magic Carpet promet un retour de l'ensemble des GI pour Noël. Cependant, le rapatriement des épouses et des enfants soulève un gros problème. La loi sur l'immigration de 1924 prévoyait un quota précis d'entrée de certaines nationalités sur le sol américain, et une interdiction d'immigration de quasiment l'ensemble des pays asiatiques. La plupart des GI ont le mal du pays, ils ne se voient pas vivre ailleurs que chez l'oncle Sam et commencent à faire pression. Partant du principe qu'un homme a le droit d'avoir son épouse à ses côtés et que c'était une juste récompense pour un héros de la nation, les États-Unis vont instaurer le 28 décembre 1945 le War Brides Act, une loi éphémère qui va permettre jusqu'en décembre 1948 à toutes les femmes prouvant leur mariage ou leur fiançailles avec un GI d'entrer sur le sol américain en dehors des quotas d'immigration. Le premier convoi de War Brides est parti d'Angleterre le 26 janvier 1946 avec 452 épouses, un époux et 173 enfants. En France, dans les camps cigarettes, d'anciens baraquements de l'armée américaine autour du Havre, qui portaient le nom de marques de cigarettes telles que Philip Morris pour ne pas être géolocalisés par l'ennemi, les Françaises effectuaient leurs démarches administratives et recevaient des cours de langue ou de cuisine pour devenir de parfaites petites épouses américaines avant d'embarquer pour leur nouveau pays. Leur arrivée dans un pays en pleine expansion économique était déroutante. Elles quittaient un pays sinistré où on mangeait avec des tickets de rationnement. Ici, on portait des jeans, on buvait du Coca-Cola et on dansait le rock'n'roll. Elles apprenaient à connaître un mari qu'elles n'avaient côtoyé que quelques semaines, se confrontaient à une nouvelle culture et à une belle famille qui aurait préféré marier leur fils à une américaine. Si on sait qu'une majorité de couples a perduré malgré les difficultés d'adaptation, on estime cependant qu'environ 10% des War Brides ont été abandonnées dès leur arrivée au port et qu'elles ont été renvoyées dans leur pays natal avec un acte de divorce. Mais le plus important dans l'histoire des War Brides, c'est l'impact qu'elles ont eu malgré elles sur les générations futures. Cette fenêtre d'immigration ouverte à toutes les nationalités va créer un précédent dans la législation américaine, car depuis le début du 19e siècle, de nombreux États interdisaient le mariage interracial. Le métissage dû à l'arrivée des épouses de guerre d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie va marquer le début de lutte pour l'égalité des races, qui commencera par l'annulation de l'interdiction de mariage interracial en Californie par la Cour suprême en 1948.